Bonjour, bienvenue à l'atelier Gestalt. Quelle estime de moi j'ai aujourd'hui, pourquoi et pour demain? Je me présente, Louis Mazurel, thérapeute. Bienvenue et merci d'être là vraiment parce que pour moi, c'est mon vrai plaisir de vous expliquer, de vous faire comprendre ce que j'ai appris dans ma formation et ce que je fais apparaître chez mes clients pour qu'ils puissent prendre conscience quelles sont leurs relations aux autres et à eux dans leur histoire. Donc le plan, comme vous pouvez voir, est très dense avec une partie plan, puis je vais me présenter, ma formation, qu'est-ce que c'est que la Gestalt. On va enchaîner sur la petite histoire, qui permet de se prendre conscience, puis votre relation au partenaire, votre type de relation, le cycle de Zinker, votre relation à votre mère, le type de mère, qu'est-ce qu'il y a comme blocage, la libération et qu'est-ce qu'apporte la thérapie? Et nous échangerons avec tout ça. Voilà. Donc, qui je suis? Je suis Louis Mazurel, je suis gestalt thérapeute sur Paris 9e et sur Zoom ma formation en fait j'ai suivi, celle de l'IFAS ou l'École humaniste de Gestalt qui s'est renommée École humaniste de Gestalt. Je suis en 5e année sur la thérapie, et la spiritualité je reçois déjà de nombreux clients dans mon cabinet. Qu'est-ce que c'est que la Gestalt? En fait, la Gestalt, c'est une thérapie par le dialogue où le client vient, heu, parler de son quotidien en discutant avec, le thérapeute, il prend conscience de comment il vit et il est en présence de ses actions. Grâce à cela, en prenant conscience de ses actions, il prend conscience de ses émotions et il les accueille avec bienveillance qu'il ressent à travers le regard et le dialogue du thérapeute. Ressentir quoi? Avec bienveillance. À force de travailler ça, de la redondance, eh bien, souvent avec le thérapeute, on voit apparaître un schéma et dans ce schéma, il y a souvent un besoin de valeur qui permet de conscientiser pourquoi il pense cela, comment il pense cela et qu'est-ce qu'il veut mettre à la place de, sa valeur, de ses émotions et de quelle action il vit dans sa vie. À force de travailler ça, en fait, petit à petit, il va changer ses habitudes de vie, qui petit à petit va changer ses émotions à l'intérieur de lui, qui petit à petit va changer sa relation à l'autre, et en changeant la relation à l'autre, il va pouvoir prendre, une démarche plus en connexion avec lui, avec l'autre, ce qui petit à petit va faire changer, sa relation à son entourage et donc évoluer dans le sens qu'il désire pour sa vie et non plus subir sa vie. Voilà. Hop. Alors, pour de nombreuses personnes, je pense que vous avez lu beaucoup de livres de développement personnel, ou voire, vous avez sans doute peut-être des formations et ce que je vous propose, c'est de recommencer, de vous réouvrir à la nouveauté. Vous avez sans doute entendu cela différemment ailleurs, eh bien, je vous propose de redevenir une page blanche et d'entendre le message, mais à travers mes mots, avec mon expérience. Peut-être que ça vous ouvrira d'autres degrés de réflexion, de conscience, voire vous faire poser de nouvelles questions. Voilà. La petite histoire. En fait, moi, j'ai un client, il vient me voir et en fait, à force de discuter avec lui, il a réalisé qu'il rencontrait toujours des filles, comme il disait, compliquées. En fait, c'était des filles qui, à peu près pendant 15 jours de la semaine, c'était génial et pendant 15 jours, eh bien, elle le jugeait, elle le critiquait, elle le repoussait presque et 15 jours plus tard, ça revenait en disant: «Ah mais c'est génial», elles étaient toutes contact avec lui, très sympathiques et 15 jours plus tard, elles étaient un peu évitantes, un peu rabaissantes, un peu voire: «Non, non, mais en ce moment, j'ai pas le temps de te voir». Et en fait, à force de voir ça, il a réfléchi, il a vu que, il retravaillait la relation avec sa mère. Parce que quand il était enfant, sa mère, une fois sur 2 l'accueillait et une fois sur 2 lui disait: «Bah non, là, j'ai pas le temps». Et en fait, il a l'habitude il a pris l'habitude par sa mère, qu'est-ce qu'il vivait à travers ses petites copines. Et donc quand on a travaillé ça petit à petit,
eh bien, au lieu d'aller rechercher des filles qui le mettaient dans un état émotionnel incertain, ça lui a permis de prendre conscience de ça et se tourner vers des jeunes femmes qui étaient plus rassurantes, plus confiantes, plus sécurisantes pour lui. Surtout, il a pu les rencontrer parce que lui, hem, il avait plus confiance et il était plus sécurisé avec lui. Et en fait, en réfléchissant à ça, il a vu ce qu'il avait vécu dans son passé et en conscientisant ce qu'il avait vécu dans son passé, il a pu prendre conscience de tout ce qu'il ne voulait plus vivre dans son présent. Voilà, donc ça, c'est un cas spécifique, assez globalisant. Peut-être que vous y reconnaissez, peut-être que vous n'y reconnaissez pas, mais c'est justement là pourquoi vous êtes. Donc cet atelier sera principalement sur la mère, parce que dans la Gestalt, la mère est considérée comme celle qui apporte l'amour et qui apporte l'amour inconditionnel à son enfant et le père, lui, apporte plus l'ordre, la règle et qu'est-ce qui est bien de qu'est-ce qui n'est pas bien. Bien sûr, c'est des symboliques. Parfois, dans les couples, c'est la mère qui joue le père et dans ce couple-là, c'est le père qui va apporter l'amour dans la relation à l'enfant. Ce qui est plus compliqué, c'est quand le père n'est pas là. Par exemple, les familles, monoparentales où quand le père travaille énormément, parfois la mère est obligée d'avoir ces 2 rôles, celle qui régule et celle qui donne de l'amour. Donc pour l'enfant, ça peut créer un manque ou voire, un peu le bousculer sur qu'est-ce qu'il peut attendre de sa mère? Est-ce qu'il attend de l'amour ou est-ce qu'il attend des règles? Et bah, l'amour inconditionnel par rapport aux règles, eh bien, ça bouscule un peu cet amour inconditionnel. Donc c'est pour ça que ce que je vais vous présenter là, c'est en 2 heures, c'est très schématique, c'est très rapide, c'est pour et après je vous laisserai le temps de revenir sur les exercices de votre côté ou venir vers moi, pour une thérapie ou vers un autre thérapeute si vous avez besoin. Donc là, on est vraiment dans la globalité. Chaque vie est très particulière, très spécifique, tout en permettant de revenir dans le détail. Et ce qui est intéressant, c'est de voir son quotidien par rapport à son passé et son passé par rapport à son quotidien. C'est pour cela que notre méthode, on va aller du présent au d'aujourd'hui pour voir ce qui apparaît, pour aller vers le passé et de ce passé, on va reconstruire le futur présent qui vous intéressera. Donc, tout d'abord, la relation à votre partenaire. Qu'est-ce que vous rejouez dans les relations amoureuses aux partenaires? Donc, ce que je vous propose, c'est de prendre la dernière situation que vous avez vécue avec votre partenaire, qui vous vient en tête. Prenez 2 minutes et commencez juste à vous dire: «Tiens, dans cette situation, comment je me suis comporté avant la situation, pendant la situation et après la situation?» Et donc parfois, les gens avant, eh ben, ils vont prendre énormément de temps en disant: «Putain, il faut qu'ils prennent le temps ou qu'elles prennent le temps de voir que je suis pas content, que je suis heureux ou que, je ne veux rien dire». Ou d'autres qui vont aller tout de suite au contact, qui vont tout de suite exprimer leurs émotions. Et pendant la situation, il y en a qui vont être très froids, ou d'autres qui vont être très émotionnels, ou d'autres qui, vont avoir un équilibre. Et après, il y a certains qui seront revanchards, critiques, en disant: «Oui, je lui ai tout expliqué, mais il ne le fait toujours pas». Ou d'autres qui seront beaucoup: «Bon, bah, ça y est, c'est bon, j'ai tout expliqué, donc maintenant je ferme la porte et c'est terminé». Donc, avant de faire l'émotion et le besoin, je vous propose de poser juste les faits. Qu'est-ce qui s'est passé? Comment? Pourquoi? Qu'est-ce qu'il a dit? Qu'est-ce que j'ai dit? Comment j'ai réagi avant? Comment j'ai réagi après? Notez ce qui vous vient spontanément. Je vous laisse 3-4 minutes pour poser ces faits. Allez-y. De toute façon, là, on est dans un exercice, vous pourrez le reprendre et l'objectif, là, c'est de conscientiser. Qu'est-ce qui s'est passé? Voilà. Mmh. Comment ça s'est passé avant, pendant et après? Je vous laisse noter, l'événement, qui avait quoi, qu'est-ce que vous pensiez, qu'est-ce que vous disiez, quelles étaient les paroles qui vous venaient en tête?
Hem, eh bien, justement, Benito, si ça te dérange pas, je vais parler de ta situation, qui dit: «Dans les situations où on est séparés, mais que le deuil est difficile». Eh bien, justement, note, avant la séparation, qu'est-ce qui se passait, pendant la séparation et après. Tu vois que déjà, que le deuil soit difficile, heu, montre bien que, l'après, heu, est difficile et qu'il y a toujours ce lien au passé. Il est comme, le lien vers le passé est toujours là, il est difficile pour certains de couper ce lien vers le passé pour se tourner vers le présent, voire vers le futur. Donc justement, note dans le après que le lien est difficile, que c'est compliqué, qu'il y a sans doute des pensées, des paroles, des actions qui te viennent en tête. Et parfois c'est un petit geste, parfois c'est une attitude ou c'est un point de vue, c'est une réflexion. Et vous, vraiment, dans votre tête, qu'est-ce que vous êtes dit avant, pendant et après? Et dans cette situation, quelle est l'émotion qui vous est apparue? Quel est le quelle est la sensation que vous avez pu avoir? Donc je vous laisse choisir une émotion et une sous-émotion. Vous voyez, il y a ceux qui seraient dans la colère et qui auraient envie de rejeter la personne, ou ceux qui seraient dans la peur et qui se sont enfermés dans eux-mêmes, voire d'autres qui sont dans la tristesse, qui se sont sentis abandonnés. Et pour ceux qui étaient dans la joie, eh bien, ils se sont tournés vers la personne. Donc, face à cette situation, notez peut-être les émotions que vous avez vécues avant, pendant, après. Peut-être parce qu'à chaque fois, j'ai eu peur d'aller vers la personne, donc je me suis retiré. Ou j'ai été très en colère et donc je suis tout de suite allé au contact de elle. Ou j'étais triste et donc je me suis fermé et je suis rentré, heu, je n'ai pas su m'ouvrir. Voilà.
Donc maintenant, notez l'émotion et la sous-émotion. Et à partir de là, quel était le besoin qu'il y avait derrière cette émotion? Qu'est-ce que vous avez eu besoin avec ce partenaire qui n'a pas pu être exprimé ou qui a été exprimé et la personne vous l'a donné ou pas? Mais vous, quel était votre besoin sous-jacent dans ce qu'il a fait? Je vous laisse en choisir un et peut-être quelque chose d'un peu plus précis dans la suite. Euh, Alors, Adrien qui demande un besoin pour les 3 phrases: avant, pendant, après, ou le besoin qui a conditionné notre choix. Oui, en fait, c'est le besoin qui était avant ou pendant. Si, parce que parfois il y a des conflits, mais en fait ce besoin était avant, ou il est apparu pendant. Et donc c'est le besoin qui a conditionné notre choix de réaction. Par exemple, si, parce qu'en fait derrière l'émotion, il y a un besoin, caché. Voilà. Donc quand vous l'avez choisi, on va aller notez-le dans le petit espace, le besoin et le sous-besoin. Et maintenant, par rapport à ça, on va pouvoir aller voir quel type de partenaire êtes-vous? Par rapport aux émotions, par rapport à ce que vous avez vécu et qu'est-ce que ça va réveiller, dans le de travailler ça. Donc, l'estime de soi, en fait, comme je vous ai dit, était de 7 degrés et le premier, en fait, plus la personne a reçu de l'amour et de la confiance, plus il est sécure et moins il a reçu de l'amour ou sa mère n'était pas très présente, plus elle devient émotionnelle, voire totalement dérégulée. Et en fait, en travaillant les différents degrés, vous allez voir peut-être apparaître un schéma plus fort qu'un autre. Donc, ce que je vous propose, c'est de ne pas vous juger, pas vous critiquer, parce qu'en fait, ce schéma vient du passé. C'est celui qui vous a permis de vous protéger jusqu'à aujourd'hui. Et donc, je vais vous les présenter et vous allez voir ça tranquillement. Donc d'abord, il y a l'enfant qui est sécure. Il y a une estime de soi, un amour de soi qui est sécure. En fait, c'est un niveau d'attachement qui est très métabolisé parce que ses parents lui ont permis plusieurs fois de lui dire que ses émotions étaient saines, étaient acceptées, étaient accueillies par la mère. Euh, Et donc lui, c'est vraiment, l'enfant qui cherche naturellement le contact, la protection et le confort de sa mère. Il sait que sa mère est bonne, il sait qu'elle fait bien les choses, donc il peut aller naturellement vers elle. Il a un comportement actif. Il utilise une mère comme une base d'exploration pour découvrir le monde. Et en fait, c'est, quand, par exemple, si l'enfant se sent pas très sécure, il va d'abord voir la mère, il va se rassurer à son contact en disant: «Maman, j'ai envie d'être écouté, j'ai envie d'être con» et la mère l'écoute en disant: «Merci, je suis là pour toi mon enfant, je t'entends, je t'écoute, je reconnais pour toi, je te fais un retour miroir de, tes émotions» et donc l'enfant se sent comme il se sent reconnu par
la mère, eh bien, il se sent assez puissant. Il a emmagasiné, de la sécurité, de l'amour de soi, de l'estime de lui pour se retourner vers le monde et aller au contact du monde. Et en fait, il va aller vers les autres, il va aller vers ses amis, vers des nouveaux partenaires et si la partenaire ou la situation, lui déplaît ou il a été bousculé ou autre, eh bien, il va renouer le contact avec sa mère pour revenir se sécuriser. Et en fait, si la mère lui dit: «Bah, là, tu vois, ben, mon chéri, je vais au travail, donc on se voit ce soir, je t'aime et je te serre dans les bras», et bien, au retour de la mère le soir, l'enfant va revenir naturellement, il va aller chercher naturellement le contact avec elle. Il va vouloir recréer, heu, le lien physique avec elle, même s'il y a eu séparation. Donc en fait, vous voyez que c'est un i l'enfant vient chercher de l'amour de sa mère. Quand il en a assez, il a reçu assez, il peut se tourner vers les autres ou elle peut partir et quand ils se retrouvent de nouveau en contact, il va revenir au contact de sa mère et se resécuriser et vraiment, c'est ça l'enfant sécure. C'est qu'il peut faire des allers-retours, sécurité vers le monde extérieur vers la mère parce qu'il sait qu'elle est là. Et en fait, ça, normalement, c'est 2 tiers de la population. Ils se sont confortables, ils se sentent chauds, par exemple, heu si, la mère si, par exemple, dans un partenariat, si, son partenaire, par exemple, lui a dit: «Bah, je rentre à 19h», eh bien, s'il est 19h15, ça va, ça va rendre la personne un peu anxieuse et d'un petit moment, au bout de 30 minutes, elle appellera en disant: «Salut, bonjour mon chéri, ouais, ou ma chérie, où est-ce que tu es? Tu m'avais dit 19h, il est 19h30». Par exemple, s'il reçoit une lettre de sa mère ou de quelqu'un, il va ouvrir tout de suite la lettre et il ne va pas être inquiet heu, il ne veut pas être, dérégulé, il va s'énergiser qu'il y ait une raison pour ce retard. Et vraiment, une bonne personne sécure, c'est la phrase type, c'est: «J'ai besoin que tu penses à moi». Parce que c'est une personne qui aime être au contact de l'autre, qui a envie d'être en contact de l'autre, tout en ayant un bon besoin, pas, heu, c'est juste: «J'ai besoin que tu penses à moi parce que j'ai envie d'être en lien avec toi, donc si j'ai envie d'être en lien avec toi, eh bien, sentira il aura envie de dire à l'autre: "Je t'aime et j'ai envie que tu me dises que tu m'aimes et c'est un besoin que tu me dises que tu penses aussi à moi"». Et par exemple, les clients que l'on reçoit qui sont sécures, eh bien, pour leur prise de rendez-vous en thérapie, eh bien, ça va être fluide. Ça veut dire que, ah tiens, ils ont un blocage, une résistance dans leur vie, ils ont, envie d'en discuter avec un thérapeute, ils vont appeler, ils vont prendre rendez-vous, ils vont arriver à la date, à l'heure et ils vont parler facilement et fluidement. On va dire qu'ils ont une émotion plutôt chaude. C'est pour cela que j'ai mis plutôt en vert. Maintenant, on va passer aux anxieux. Vous voyez, déjà, le vert est un peu plus clair et en fait, c'est des gens qui sont un peu plus dérégulés, un tout petit peu plus. En fait, ce sont des personnes qui ont vécu, des choses, des maladresses, des incompréhensions, des ratages avec leur mère et on leur a pas appris à gérer l'anxiété et donc ça va un peu monter. En fait, elle n'est pas tout le temps dans l'anxiété, elle est juste à certains moments, hem, mais pourtant ça va. C'est une personne qui est sécure, mais elle gère pas trop l'anxiété et donc en fait, si son partenaire dans sa vie est en retard, eh bien, elle va réagir un peu plus tôt parce que tout d'un coup, l'anxiété va monter plus rapidement et elle aura envie de réagir en disant: «Au bout de 15 minutes». Bien sûr, tout ça, c'est des chiffres, mais c'est pour pouvoir avoir une échelle de réaction et en fait, par rapport à la première personne qui aura besoin, qui recevra une lettre, qui l'ouvrira naturellement, l'anxieux aura plus besoin d'avoir cette lettre
pour se sentir en lien avec l'autre. Ça sera plus un besoin plus fort que tu penses à moi. Et ces personnes, comme elles ont des poussées d'anxiété, par exemple, pour prendre un rendez-vous, elles appelleront 3 fois et elles poseront plein de questions pour vraiment être rassurées, pour vraiment qu'elles se disent: «C'est bon, j'ai tout compris, je sais ce qu'il faut faire, comment, pourquoi et tout va bien». Et ils ont besoin de se sentir, heu, sécurisés parce que dans leur enfance, il y a eu des moments d'incompréhension, de maladresse ou des oublis de leur mère, donc des ratages et ça fait une personne sécure avec parfois des creux. L'anxieux dépendant, en fait, dans le manque, elle perd sa capacité à fonctionner. Elle est bloquée dans l'attente ou dysfonctionne dans sa relation à l'autre. Quand il y a ce manque, il y a une perte de capacité à fonctionner tout de suite. Eh bien, quand il est célibataire, en fait, il va avoir du mal à créer, avoir une vie saine, équilibrée. Il va peut-être avoir des horaires décalés. Il va avoir peut-être, une alimentation un peu déséquilibrée et en fait, cette personne-là dépendante, elle va se sentir vivante qu'en lien avec l'autre. Donc elle va aller chercher un partenaire pas parce qu'elle veut ce partenaire-là, elle va chercher un partenaire pour se sentir en lien. Donc en fait, la personne en face n'est pas vraiment importante parce que, heu, ce qui est le plus important pour la personne dépendante, c'est de se sentir en contact d'autres personnes et donc les partenaires avec qui elle va se mettre, ça sera plus, heu, pour ne pas être seule que pour être avec l'autre, tout simplement. Il n'aime pas être seul parce que c'est une personne qui a besoin du lien. Donc, par exemple, si le partenaire a dit à 19:00, eh bien, à 19:02 ou 5, elle appellera immédiatement en disant: «Mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi? Qu'est-ce que tu fais que, tu pas là?» Parce que tout de suite, en fait, heu, elle espérait à 19:00 et à 19:03, son manque d'être en lien avec l'autre va lui être tellement fort, tellement dur qu'elle va vouloir l'appeler tout de suite pour créer ce lien par le coup de téléphone, voire elle va être un peu agressive et si elle ne reçoit pas, par exemple, l'exemple de la lettre, eh bien, elle va penser que la personne ne m'aime pas. Par exemple, si la personne arrive à 19:05, qu'elle n'arrive pas à 19:05, elle va se dire: «Ah, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a dû y avoir un accident», heu et elle est un elle n'a pas pensé à moi, elle est anxieuse et donc heu, c'est vraiment sa phrase type, c'est elle va mal agir pour elle, elle va se dénigrer, elle va avoir une alimentation déréglée, voire une action. Elle va pas savoir créer entre les 2. Heu et donc elle sera presque 30 minutes en avance par rapport aux prises de rendez-vous. Heu, on verra le type de relation avec la mère après, Karine. Donc merci pour ta question, on étudiera ça juste après. Hem, donc vous voyez, en fait, tous ces gens-là, ils ont des émotions chaudes parce qu'ils ont envie d'aller au contact des autres. Ils ont envie de vivre le lien. Maintenant, petit à petit, ce sont des gens qui se tournent vers les autres pour se sentir vivre. Maintenant, on va se tourner de plus en plus vers des gens qui n'arrivent pas à aller au contact des autres, donc ils préfèrent rester seuls, ils préfèrent se retirer. Donc les anxieux ambivalents, un peu comme, l'histoire de cette personne heu qui choisissait toujours des jeunes femmes compliquées, mais ça, c'était plus lui par rapport à lui-même et en fait, les ambivalents sont des personnes qui ont reçu, heu, de l'amour et ont été repoussées de manière, heu déséquilibrée. Un moment, ils ont reçu de l'amour, un moment, ils ont eu du rejet et donc en fait, c'est quand ils sont en contact et ben, ils veulent plus de l'amour et quand ils sont pas en contact, ils ont envie d'être en lien avec l'autre
et ils sont des insatisfaits permanents parce que quand la personne est là, elle fait toujours mal et quand la personne n'est pas là, eh bien, elle fait mal parce qu'elle n'est pas là. Donc c'est vraiment des gens, qui sont difficiles à traiter, qui sont difficiles à être en relation parce qu'ils ont vraiment une ambivalence et ils sont toujours dans un sentiment de frustration parce que justement on les a frustrés de cela quand ils étaient avec leur mère et c'est vraiment compliqué pour eux d'être en contact de l'autre. Donc, par exemple, si à 19 heures la personne n'est pas là, eh bien, elle hésitera à l'appeler et voir ou et si elle le fait, elle fera une reproche déguisée. Il y aura un côté, «Bon, bah, là, je l'appelle pas, non mais tant pis» et elle est si elle ose téléphoner, elle sera tout de suite dans: «Ah mais tu sais, il est 19:05». «Oui, mais je suis en retard et tout» et donc c'est vraiment, compliqué pour eux et en fait, ils ne savent pas s'ils ont le droit ou pas de s'attacher. Si, c'est sécurisant ou pas de s'attacher. Il y a toujours ce jeu: «Si je m'attache, c'est dangereux, si je m'attache pas, je suis en manque» et donc c'est vraiment un pas en avant, 2 pas en arrière et vraiment c'est avant la relation, ils viennent et ils repartent et s'il y a quelque chose qui se coupe, et bien là, ils ferment la porte et c'est terminé, c'est trop tard, c'est fini. Vraiment, ils sont compliqués. Heu, il y a d'autres, et par exemple, s'ils viennent en thérapie, eh bien, ils prennent le rendez-vous, mais annulent au dernier moment parce qu'ils veulent être en contact de l'autre, être au contact du thérapeute, mais en fait, ils vont annuler en disant: «Oh non, non, mais en fait, tout va bien, c'est trop tard, en fait, j'en ai plus besoin, le problème a été résolu» et donc en fait, c'est des gens qui font vivre du chaud et du froid à la personne en face parce qu'eux aussi ressentent du chaud et du froid chez eux. Hop, alors, toujours plus, vous voyez, après l'anxieux ambivalent, il y a l'anxieux évitant. L'anxieux évitant, c'est vraiment ceux qui disent: «Ah non, non, mais moi, j'ai pas besoin des autres, je suis très bien tout seul, tout va bien, je ne ressens rien, c'est les émotions, c'est pour les autres, voire, c'est une folie, c'est vraiment, heu, moi, je vis sans émotion, je préfère réfléchir qu'avoir des émotions» et en fait, ce sont des gens, qui vont, peu être en contact de l'autre, qui ne vont pas vouloir être en contact de l'autre et s'ils sont en couple et bien, ils vont être assez, à rejeter l'autre pour pas justement être impactés par les émotions de l'autre. Ils ne sauront pas quoi faire des émotions de l'autre. Parce que en fait, ils ne veulent pas, être en lien pour pas se sentir qu'ils ont besoin de l'autre ou que l'autre a besoin de lui. Et donc ils préfèrent éviter l'amour plutôt qu'être, ils vont être éviter d'être en lien, ils vont être éviter d'être en contact des autres plutôt que de se mettre en lien parce que, le lien, c'est dangereux, le lien, ça apporte des émotions et comme on leur a pas appris à utiliser ça, ils vont plutôt ne pas les prendre parce que, on les a pas entraînés dans leur enfance à utiliser ça. Et donc, ils auront envie, puisque on a tous besoin des émotions. Ils seront motivés d'aller vers les autres et pourtant, au dernier moment, ils refuseront l'obstacle et ils auront un effet de rejet. Un effet de: «Oh mais en fait, c'est pas grave, j'en ai pas besoin, je vais faire autre chose et je vais m'occuper autrement». Voilà. Alors, les anxieux schizoïdes, on en rencontre très peu. C'est vraiment là, on rentre dans, la profondeur noire, des gens et en fait, les schizoïdes, c'est vraiment, heu, opposé. Ils ont peur des autres,
ils rejettent les autres parce que les autres sont un vrai danger et donc ce sont des personnes qui sont enfermées dans leur bulle, qui sont tout seuls, qui ont, vraiment une sociabilité très, très basse et ils ont presque perdu la conscience des autres. Donc ça, normalement, si vous êtes là, vous n'êtes pas des anxieux schizoïdes puisque vous vous intéressez au lien, au contact de l'autre. Donc on va passer là-dessus. Les anxieux désorganisés. En fait, les anxieux désorganisés, ce sont des gens qui ont vécu des abus, psychiques ou sexuels et en fait, et comme dans le contact physique avec l'autre, il y a eu de la violence ou psychique, il y a eu de la violence, eh bien, ils ne savent pas, si c'est de l'amour, si c'est de la violence, si c'est des émotions, si c'est une relation, parce que tout a été mélangé dans leur enfance. Et vraiment, ça peut c'est des gens qui, face à de l'amour, vont peut-être pleurer et la fois d'après, ils vont peut-être rire et la fois d'après, ils vont rien ressentir. Parce qu'en fait, leur cerveau ne sachant pas quelle émotion prendre, eh bien, ils sont là de sauter à une émotion, à une réaction, à une sensation physiologique, différente parce qu'en fait, on leur a pas dit qu'est-ce qui était le bien, qu'est-ce qui était le mal. Et c'est ça le la complexité. C'est ça, les personnes désorganisées. C'est des gens qui ont envie d'être en couple, mais qui ne savent pas, quand ils sont en couple, quelle réaction, quelle pensée, quelle sensation, quel plaisir ou quelle colère ou quelle émotion ils doivent, proposer, offrir, ressentir et échanger avec l'autre. Donc eux, ils sont très froids, vous voyez? On est de plus en plus froid. Voilà. Donc avec ces courtes présentations, est-ce que vous êtes des personnes plutôt sécures, anxieuses, anxieuses dépendantes, anxieux ambivalentes, anxieux évitants, anxieux schizoïdes, ça vous le mettez pas, et anxieux désorganisés? Voilà. Donc face à mes présentations très courtes, qui êtes-vous plus particulièrement? Est-ce que vous êtes et justement, merci Yann pour ta question. Et si on se retrouve dans plusieurs types? Et oui, on peut être à cheval parce que, on va réagir en fonction des personnes en face de nous. Et donc je vous propose d'en cocher plusieurs et dans ces plusieurs dans 1 ou 2 ou 3 maximum et de voir la personne en premier, enfin le type qui va vous apparaître. Et donc maintenant, quel bon couple ça peut faire? Eh bien, insécure avec insécure, ça fait un joli couple parce qu'ils savent tous les 2 se séparer, tous les 2 se rapprocher, tous les 2 exprimer leurs besoins, leurs demandes et tous les 2 ils savent que le lien est là, même s'il y a de la colère ou de l'agressivité ou de la distanciation, mais ils savent revenir entre eux. Les anxieux, eh bien, et les anxieux dépendants, si ce sont 2 anxieux et 2 anxieux dépendants, s'ils sont avec un sécure, eh bien, il va devenir de plus en plus sécure. Si ce sont, des dépendants ensemble, eh bien, ils seront collés l'un à l'autre. La petite histoire, que nous avait raconté notre professeur, c'est que les 2 dépendants, eh bien, il y en avait, ils passaient l'aspirateur ensemble. Quand l'un allait à la cuisine, l'autre allait à la cuisine et puis, s'il y en avait un qui commençait à jouer aux cartes et bien, à lire un livre et bien l'autre faisait un livre. Ils faisaient tout ensemble. Ils étaient tellement dépendants qu'ils n'arrivaient pas à se séparer, heu, de leur relation. Heu, donc le dépendant est, dans un jeu, heu, il a besoin de l'autre et parfois même, c'est compliqué avec lui parce que il est accroché à l'autre et l'autre peut se sentir petit à petit étouffé par cette dépendance, par ce besoin. Donc le dépendant, lui, son objectif en rentrant en thérapie, c'est petit à petit, plutôt que d'essayer d'attraper l'autre, de petit à petit se sentir libre pour que l'autre puisse se sentir libre d'être avec lui et qu'après ce soit 2 sécures qui soient confiants entre eux.
Les ambivalents, comme vous avez pu voir, c'est des gens compliqués parce qu'ils veulent être attachés, mais dès qu'ils sont collés à l'autre, ils veulent s'en détacher. Donc, un ambivalent avec un dépendant, le dépendant va un peu prendre l'attitude de l'ambivalent, voire parce qu'il va voir ce que parce qu'en fait, ils vont faire ça. Si 2 ambivalents, ils vont peut-être faire ça, donc le couple va pas tenir longtemps parce qu'il y en a un, qui va venir et un autre qui va se recoller. Sinon, 2 ambivalents, ça peut être faire de très jolis couples si ils s'engueulent en même temps parce qu'ils ont envie de s'opposer et ils s'aiment en même temps, ils se collent en même temps. Donc en fait, il y a des moments où ils vont se bagarrer et des moments où ils vont s'aimer très fortement. Tout ce qu'il faut, c'est d'avoir le même rythme de danse et si ça commence à se décaler, ça peut créer un blocage. Les évitants, bah, ils sont très peu en couple. Mais un évitant avec un ambivalent, eh bien l'ambivalent quand il va avoir son dépendant, ça va le faire souffrir et quand un dépendant, va se mettre avec un évitant, eh bien ça va être le dépendant avec un évitant, ça va être pour l'évitant, il va dire: «Mais qu'est-ce que tu m'ennuies avec toutes ces émotions, je ne sais pas quoi en faire» et le dépendant va énormément souffrir parce que justement on lui refuse tout son besoin de contact, son besoin de connexion à l'autre. Et pour les anxieux désorganisés, eh bien, ils vont être très compliqués à gérer puisque, pour le dépendant, il va peut-être vouloir rester, l'évitant, lui, il va partir et heu et heu et donc les désorganisés vont plutôt choisir des dépendants parce que le dépendant va vouloir rester collé à tout prix. Alors, Florent, j'ai pas très bien compris pour le dépendant avec l'ambivalence, ça peut faire des beaux couples. Heu, non, ça peut pas faire des beaux s'ils sont sur une démarche de thérapie, oui, ça peut faire des beaux couples, mais ça va être plutôt compliqué pour le dépendant parce qu'une fois sur 2, il va se faire rejeter. Il va avoir des moments où il va être associé et des moments où on va lui rejeter ses émotions. Donc pour l'ambivalent, bah, il va vivre sa vie en disant: «Bah, je t'aime, je te rejette», mais pour le dépendant, ça va être très fatigant pour lui parce qu'il va jamais savoir si ça va être le moment où il va être en connexion ou ça va être le moment où il va être en déconnexion. Donc pour le dépendant, ça va vraiment le faire souffrir au bout d'un moment. Ça va le fatiguer psychiquement. Ah voilà. Donc maintenant que vous avez noté quel type de partenaire vous êtes, ce qui serait intéressant, c'est de voir aussi quel type de partenaire vous avez en face. Bien sûr, ce soir, c'est juste une très courte présentation. Alors, voyez ça juste comme de l'information. Ne commencez pas à aller voir votre partenaire dès ce soir ou demain en disant: «Ah bah oui, hein, toi tu es un anxieux, je sais pas quoi». L'autre, il ne sera pas préparé. Vous, peut-être que vous serez parti sur une première impression qui n'est qu'une première impression. Donc vraiment, je vous conseille de prendre ça juste comme de l'information, juste comme: «Tiens, c'est intéressant de conscientiser cela et en même temps, je vais aller voir plus loin et creuser plus loin et voir, heu, ce que j'ai vécu, ce que je vis avec lui. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est pas vrai?» Ne pas rester sur un a priori, sur une première impression, sur une information très succincte. Voilà. C'était juste pour sécuriser, je ne suis pas responsable des divorces. Voilà, avec cette courte présentation. Donc, en découvrant ça, je vais vous présenter le cycle de Zinker, du contact, où c'est le cycle du contact, de l'expérience et de l'apprentissage, avec soi, avec les autres ou dans un événement. Donc le cycle de Zinker, en fait, c'est cette vague où, au début, on est en retrait, et puis l'extérieur ou l'intérieur de nous-mêmes nous propose une sensation. Une sensation, ça peut être des émotions ou des sensations corporelles. Il y a les 2 dans le mot sensation, sensation corporelle et sensation émotionnelle, on va dire. Et derrière ces sensations, tout d'un coup, on va prendre contact de ces sensations. Tiens, qu'est-ce que me dit mon corps? Qu'est-ce que me dit mon cœur? Qu'est-ce que me dit mes sensations émotionnelles et corporelles? En prenant contact de ça, eh bien, on va mobiliser notre énergie en disant: «Tiens», par exemple, là,
trop parler, j'ai très soif. Donc prise de contact, j'ai soif, je mobilise mon énergie. Tiens, je prends contact que j'ai soif, j'ai envie d'accumuler de l'énergie. Je passe à l'action, je vois ma tasse, je l'attrape et je vais rentrer en contact de l'eau et quand j'ai bien bu, eh bien, j'ai assimilé l'eau, j'ai assimilé la sensation que j'ai bu, j'ai assimilé que j'avais répondu à mon besoin d'hydratation et donc je peux être en retrait. Et en fait, cette boucle-là, elle est sur toutes nos actions. Par exemple, le cours, enfin le webinaire que je suis en train de vous prendre, tiens, vous aviez des sensations en ce moment, je ne sais pas quel j'aimerais être en partenaire avec un partenaire ou pourquoi, qu'est-ce qui se passe, quelle est mon estime de moi? Oh tiens, je vois un post ou une information comme quoi Louis va faire, cette présentation, je prends contact, je mobilise mon énergie, je m'inscris, je passe à l'action en ouvrant mon ordinateur, je suis au contact de l'atelier et à la fin de l'atelier, vous aurez assimilé ce que je vous aurai appris et vous pourrez sortir de cet atelier en disant: «Tiens, j'ai bien intégré tout ce qu'il y avait» et en fait, c'est ça le cycle des Zinker. C'est un événement positif ou négatif qui arrive et qui crée une sensation et on intègre tout ça. Et en fait, l'apprentissage de l'expérience, c'est l'effet de répétition. En fait, c'est qu'est-ce qui s'est passé avant, qu'est-ce qui s'est passé après? C'est toujours ce mouvement perpétuel. Si on va un peu plus loin, en fait, les sensations, c'est les émotions. Dans l'action de prise de contact, dans l'action, on mobilise l'énergie, dans l'action, on passe à l'action. Au contact, eh bien, on intègre des émotions, des valeurs dans notre action, ce qui nous permet qu'on a assimilé notre besoin et donc on peut s'écarter. Et en fait, avoir soif, donc j'ai appris que quand j'avais soif, j'avais un verre d'eau, mais en fait, les personnes qui réagissent émotionnellement face à leur partenaire, eh bien, en fait, ils réagissent entre guillemets «toujours de la même manière», généralement de la même manière. Et en fait, ce généralement de la même manière, c'est un apprentissage du passé. Qu'est-ce qui s'est passé dans ma relation à l'autre pour vivre cela? Donc, ce que je vous propose maintenant, c'est d'aller voir votre relation à votre mère. Donc, on recommence. Quand vous vous souvenez émotionnellement avec votre mère, qu'est-ce qui se passait avec elle? Quand vous aviez un problème, avant, pendant et après, qu'est-ce qui se passait? Qu'est-ce que vous disiez? Quelles sont les phrases qui vous venaient? Par exemple, il y a des personnes qui pourraient dire: «Ah bah, ma mère, dès que j'ai une émotion, je vais vers elle et elle m'écoute et c'est passionnant» et voire même elle m'offre des gâteaux et puis elle me donne beaucoup d'émotions. D'autres, c'est, «Ah bah, ma mère, c'était même pas utile d'aller lui parler». Vous voyez, quelle était quand vous aviez des émotions, quelles étaient, la phrase, la croyance, l'idée qui vous vient immédiatement en tête sur votre mère. Et quand je vous parle de votre mère, c'est pas la mère entre 20 ans et 40 ans, parce que là, vous êtes déjà des adultes. C'est entre, on va dire, 0 ans et 15 ans. Quelles étaient les phrases qui vous venaient régulièrement? Par exemple, même j'ai un client, heu, quand, heu heu, quand il avait un problème, il disait, «Ah, de toute façon, je vais pas voir, parce que de toute façon, c'est moi le problème. Ça sert à rien que je leur dise puisque c'est moi le problème». Alors, Cora qui dit: «Quand on a peur de souffrir et que ça crée des doutes et de la fuite, on est anxieux ambivalent ou anxieux dépendant?» Alors Cora, je ne sais pas. La question, c'est que si tu es toujours dans la fuite, ou entre guillemets «toujours dans la fuite», tu es plutôt dépendant. Si, des fois tu y arrives et des fois tu y arrives pas, là tu es plutôt ambivalent. C'est vraiment une question de, tu vois, les anxieux ambivalents, ils essayent et ils reculent. Ils essayent et ils reculent. Les dépendants, ils sont plutôt: «Non, non, non, je n'y vais même pas».
Vraiment, je fuis en disant que je n'ai pas envie. C'est 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 une question d'équilibre. Tu peux être aussi les 2. Yann, merci. Oui, ou est-ce que ça serait plutôt évitant? Est-ce que ça serait plutôt évitant, par rapport aux dépendants? Il y a des dépendants qui, en fait, tu vois, Cora dit: «Elle a peur de souffrir et de créer des doutes et de la fuite». Eh bien, il y a les évitants, ils ne ressentent même pas ça. Ils disent: «Non, non, moi ça», ils ont même pas être en envie d'être en contact avec leurs sensations. Ils ont envie, mais ils sont plutôt dans le c'est vraiment une question d'émotion. Il y a des dépendants qui veulent pas plus être en contact pour ne plus souffrir, mais en même temps, ils en ont envie tout le temps. Ils en parlent tout le temps, ils ont envie d'être au contact. Les évitants, c'est plutôt: «Heu, non, mais moi, j'ai pas envie». Voilà, c'est vraiment une question de nuance, donc après, ça serait plutôt à aller voir, bien sûr, le cas particulier, l'histoire et faire remonter. Donc, Cora a raison, Yann a raison, parce que c'est une question de point de vue, de ressenti. Il n'y a pas de bon ou de mauvais. Voilà, et donc par rapport à la mer, qu'est-ce que vous disiez et surtout qu'est-ce que vous ressentiez? Et vous voyez, par exemple, les évitants, eh bien, peut-être qu'ils ressentaient plus rien, et les dépendants, eh bien, il y avait beaucoup d'émotions, et les ambivalents, ils peuvent être entre plusieurs émotions. Donc, qu'est-ce qui vous vient quand vous pensez à votre mère? Qu'est-ce que vous ressentiez? Qu'est-ce qu'il y avait comme, émotion à travers le lien à la mer? Est-ce que quand vous pensez à votre mère, vous aviez envie de la repousser? Est-ce que vous aviez envie de vous reculer? Est-ce que vous aviez envie de vous fermer? Ou est-ce que vous alliez naturellement vers elle avec le plaisir de la discussion et de l'échange et des émotions et d'autres? Je vous laisse noter ce qui vous vient en tête. Donc, notez-les, qu'est-ce qui vous vient comme émotion, comme sous-émotion? Heu, Notez tout ce qui vous vient en tête, puisque là, pour l'instant, on est très dans un exercice un peu spontané, un peu rapide, donc laissez les émotions, écrivez-les toutes, ça vous permettra au moins de les avoir déposées et d'en faire le tri. À partir de là, vous verrez, peut-être après l'exercice ou dans le futur, de voir ce qui s'est passé ou qu'est-ce qui est l'émotion différente. Parce que oui, bien sûr, les mères peuvent être différentes en fonction du temps. Donc, et maintenant, le besoin qu'il y avait derrière ces émotions. Donc choisissez un et après un petit détail si vous voyez, ce qui apparaît. Donc quand ça c'est noté, on va pouvoir aller voir sur le papier, notez-le bien,
facilement. Et bien sûr, là, l'idée, c'est pas d'avoir une vision de la mer telle qu'elle était, c'est plus aujourd'hui, quand vous vous rappelez de votre mère, quelle est la quelle est la sensation qui vous vient? Quelle est la pensée, la croyance qui vous vient, heu, immédiatement? Et c'est plus ça qui est intéressant parce qu'en fait, c'est la mère qui est rentrée en vous et qui n'est pas la mère réelle. C'est la mère émotionnelle, la mère sensationnelle, c'est la mère avec pleine de croyances qui est venue en à cette époque-là, vous étiez un enfant, vous ne pouviez pas savoir si c'était bien ou pas bien, vous n'aviez pas toute votre expérience d'adulte. Donc ce qui est intéressant là, c'est de voir juste ce qui apparaît pour pouvoir aller le traiter et ça vous appartient. Ce n'est pas la mère réelle. Ce qui est intéressant, c'est: «OK, ça s'est passé comme ça, je ressentais ça quand j'étais enfant et bien justement moi en tant qu'adulte, je peux maintenant, faire la part des choses. Je peux maintenant accueillir ces sensations, ces pensées, ces émotions». Voilà. Donc quel type de mère avez-vous? Donc la mère suffisamment bonne, heu la mère good enough parce que ça vient de l'expérience. Heu, En fait, la mère ne peut pas être parfaite et justement, heureusement qu'elle n'est pas parfaite. Pourquoi cela? Parce que comme cela, l'enfant peut apprendre que le monde n'est pas parfait et accepter l'imperfection du monde et donc ce qu'on dit, c'est qu'elle doit être une bonne mère accueillante qui, accepte son enfant tel qu'il est et lui faire un effet miroir et lui permettre 80 du temps d'être un enfant aimé tel qu'il est. 20 du temps, la mère, elle va dire: «Stop, là, mon coco, tu m'ennuies, là, je suis fatiguée, j'ai autre chose à faire» et en même temps, la mère, après avoir dit ça, une demi heure, une heure après, va revenir au contact de sa mère en disant de son enfant en disant: «Bon, là, maintenant, je suis là pour toi, qu'est-ce que tu voulais me dire? Oh, tu vois, je suis prêt à t'accueillir tel que tu es» et donc elle a vraiment l'amour inconditionnel d'accueillir son enfant. En fait, heu, c'est, dans les premiers mois, on dit que, il y a un lien physiologique qui se crée où, avec les neurosciences, les molécules et tout ça, l'enfant et la mère ont besoin l'un de l'autre parce qu'ils nourrissent des liens de d'attachement l'un en l'autre et donc elle a envie de s'occuper de l'enfant et l'enfant a envie d'être au contact de sa mère et heu, elle est là pour être au contact, mais pas tout le temps. Elle est là pour lui apporter de l'amour, du soutien et en même temps, il y a des moments où elle va pouvoir se détacher de lui pour pas trop fusionner avec lui, et res ga et avoir le plaisir de revenir avec lui et en fait, l'enfant a besoin aussi de ça. Pourquoi? Parce que l'enfant, il doit pouvoir se détacher de sa mère pour pas être totalement en fusion avec elle et comprendre qu'il a une individualité, qu'il a besoin, heu, que dans son individualité, il a des sensations, il a des besoins, il a des émotions et qu'il va les offrir à sa mère et qu'il va avoir un effet retour. S'ils étaient totalement connectés l'un à l'autre, eh bien, l'enfant sera en fusion avec sa mère et aurait du mal à s'identifier en tant que, individu propre et donc la mère, elle, 80 du temps, elle va lui faire des retours miroirs. Il va pouvoir exprimer ses sensations, ses émotions, ses besoins et elle va lui dire: «Oh mais oui mon enfant, là j'entends bien que tu as faim» et quand le bébé va pleurer parce qu'il a faim, eh bien, il va comprendre qu'il a faim et donc il sait que quand il pleure, eh bien, il aura de la nourriture. Je crois j'avais vu une émission comme quoi un bébé avait 4 manières de pleurer et en fait, la mère va aussi apprendre à détecter, eh bien, que là, c'est un pleur parce qu'il est sale, là, c'est un pleur parce qu'il a faim, là, c'est un pleur parce qu'il est fatigué ou là, c'est un pleur parce qu'il a juste envie d'être en contact, de sa mère et il a besoin d'un lien et si
la mère lui a donné assez, de présence, assez de contact. Quand je dis assez, c'est beaucoup et en même temps des moments où elle va prendre, heu, son temps pour elle et elle va dire à l'enfant: «Bah, là, tu vas rester seul et tu vas être bien avec seul. Je suis là à côté de toi et je vais revenir au contact de toi». Et donc l'enfant, grâce à ce côté: «Je suis écouté et en même temps, je sais que je peux être seul et en même temps, je sais qu'elle va revenir et que quand elle revient, elle me confirme que j'existe toujours», eh bien, ça va lui permettre de comprendre qu'il est tout le temps là, qu'il est lui-même, que, il a une particularité, et qu'il peut faire, qu'il peut être au contact de la mère, recevoir de l'amour, mais aussi il peut être au contact de lui et il peut être séparé de la mère parce qu'il sait que même si elle n'est pas là, il est toujours en lien avec elle. Voilà. Et ça peut créer vraiment un enfant stable, confortable, confiant, toujours heureux d'être avec lui-même, toujours heureux d'être avec sa mère et heureux de ne pas être avec elle parce qu'il sait, il a conscience, confiance qu'elle va revenir. Donc, maintenant on va voir les autres types de mères. La mère du passé, du manque. En fait, c'est la mère qui va être peut-être froide, peut-être uniquement dans la logistique, peut-être, qui, va apporter à l'enfant, de la nourriture, va l'habiller, va faire tout ce qu'il faut pour l'enfant, physiquement, physiologiquement, mais non pas émotionnellement. C'est une mère qui va être coupée de ses émotions, qui va avoir du mal à être heureuse quand son fils va venir se serrer dans ses jambes ou se serrer dans ses bras. Et en fait, elle est plutôt dans l'efficacité que dans le plaisir émotionnel d'être avec l'enfant. Et en fait, comme la mère ne donne pas, eh bien, l'enfant va avoir 2 réactions. Soit un évitant: «Bah, vu que ma mère ne m'a pas donné, je vois pas pourquoi, j'en donnerais aux autres». En fait, il va reproduire, heu, le manque que sa mère ne lui a pas donné assez ou lui a créé chez lui. Eh bien, l'évitant va créer cette sensation de manque avec ses futurs partenaires ou avec ses partenaires. Il va reproduire, heu ce passé, ce manque, cet évitement de l'autre pour pouvoir ressentir émotionnellement que de toute façon, c'est pas beaucoup et c'est déjà suffisant. Puisque ma mère, elle me donnait pas beaucoup et c'est déjà suffisant. Et en fait, heu ou sinon ça va donner indépendant. Pourquoi indépendant? Parce que justement, il va en faire beaucoup plus, il va vouloir en faire beaucoup plus pour avoir le pas beaucoup, il va faire beaucoup d'efforts pour en avoir un tout petit peu plus de pas beaucoup. Donc ça va faire juste un peu plus de pas beaucoup. Et donc, il va avoir besoin, comme il n'a pas assez reçu, avec ses partenaires, il aura besoin d'être énormément rassuré, énormément au contact de l'autre, parce qu'en fait, il se disait qu'il devait toujours être proche de sa mère, proche de son contact, parce que au moment où que sa mère allait lui donner un petit peu, il serait là pour recevoir, parce qu'il est toujours dans le manque émotionnel. Donc, il va être toujours au contact pour que rien ne lui échappe. Et donc, on voit bien que là, on est dans, le côté, je m'adapte car on n'écoute pas mes besoins. Donc je préfère, heu, oublier mes besoins pour pouvoir en avoir, pour pouvoir avoir du lien avec elle. Et donc l'évitant, il dit: «Bah, vu qu'on m'en donne pas, eh bien j'adapte mes besoins, j'en donne pas, j'en demande pas, j'en donne pas». Et le dépendant, c'est: j'en ai besoin d'énormément et donc je vais me coller au plus près de la personne pour peut-être en avoir un petit peu, voire un peu plus. Heu, Est-ce que ça peut donner des ambivalents? Alors, si la mère, heu, est entre la mère de manque et la mère de trop, c'est une mère qui va Florent qui me pose la question, ça ne peut pas aussi donner des ambivalents? Non, en fait, parce que la mère de manque, elle va être tout le temps froide. La mère ambivalente, en fait, c'est l'enfant ambivalent, c'est la mère qui va être, heu,
dans, le côté une fois chaud, une fois froid, une fois chaud, une fois froid et donc la personne va être plus ambivalente. La mère de trop. En fait, la mère de trop, c'est la mère qui a besoin, heu heu, de l'enfant pour se sentir vivre. C'est la mère qui, sans son enfant, en fait, elle n'a pas de but pour elle. Elle ne sait pas vraiment quoi faire de sa vie et donc avoir un enfant, pour elle, ça devient elle le met au cœur de toute sa vie et donc elle est là à lui dire: «Mais mon enfant, si tu es plus là, je ne vis plus, et puis viens me donner des bisous, matin, midi et soir, très contact, très collant, très» c'est en fait, c'est, une mère qui, comme elle n'a plus peut-être plus l'attention de son mari et qu'elle-même a eu un manque et bien, dès qu'elle a eu elle a un enfant, elle lui donne tout son amour parce qu'en fait, elle ne peut pas déverser son amour vers les autres et en fait, l'enfant, eh bien, elle fusionne avec sa mère et maman et moi, on n'est plus qu'un et il devient indépendant et ça veut dire que, vu qu'il il a reçu beaucoup d'amour, s'il en a moins, il sent tout de suite le manque et donc il a besoin d'être au contact un maximum avec sa mère ou avec son partenaire. Il va vraiment sauter de partenaire en partenaire pour se sentir collé à l'autre. C'est ça le dépendant. Maman et moi, ça fait qu'un. Avec ma femme, on est un. Avec ma chérie, mais on est fusionnel, c'est génial, c'est parfait et en fait, c'est des personnes qui vont avoir besoin de se sentir complètement en adhération puisque leur mère leur a donné énormément. Voilà. La mère d'abus, en fait, c'est la mère qui violente son enfant, elle le maltraite, elle le rabaisse, heu, il va vraiment, vraiment être dans un changement émotionnel en permanence et en fait, pour eux, heu, l'abus, ça va être la normalité. C'est le côté, «Oh bah, ma mère, elle fait comme ça. Ah bah, ma mère, si je fais ça, elle me tape» et en fait, pour eux, ça sera normal. Et en fait, on est là et le thérapeute est là pour lui dire donc qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est pas bien. Ça, c'est de l'amour, ça, c'est pas de l'amour. Et donc ça peut donner des évitants: «Ah non, non, moi, l'amour, je sais, c'est très dangereux» ou des dépendants: «Bah non, justement, je veux fusionner avec ma mère, je veux être au contact avec ma mère pour peut-être la sauver, peut-être la changer, peut-être enfin voir la mère d'amour que j'espère» ou sinon ça fait des désorganisés. Alors, Pierre Hugo qui me demande: «Aucun des types de mère ne semble aboutir sur anxieux». Si, en fait, c'est juste moi qui ai enlevé le mot anxieux. Parce qu'en fait, une mère suffisamment bonne peut faire confiant ou et anxieux. Parce qu'elle n'est pas assez elle est juste assez. Elle n'est pas pas bonne. Il y a eu des moments où, quand elle était suffisamment bonne et bien même si elle essaye d'être suffisamment bonne, l'enfant peut ressentir ça comme un ratage, comme un manque et donc il est anxieux. La mère pas assez de manque et bien ça devient des anxieux évitants ou anxieux dépendants. La mère de trop devient des anxieux dépendants et la mère d'abus, ça fait des anxieux évitants ou anxieux dépendants ou anxieux désorganisés. Donc c'est juste moi qui ai enlevé le mot anxieux parce que, il était partout. Voilà. Donc oui, l'anxieux, je pourrais le rajouter la prochaine fois, c'est, la mère qui est suffisamment bonne, mais qui a eu des manques, des ratages, peut-être parce il était malade à un moment ou parce que, il y avait une situation qui a fait que l'enfant a manqué un moment, heu, de, ce contact avec sa mère et donc il en a reçu beaucoup, sauf à des très courts de moments très marqués et donc ça a recréé l'anxiété. Voilà. Donc quand vous lisez ces profils, quel a été le type de mère que vous avez eu? Est-ce que c'était la mère suffisamment bonne ou good enough ou qui manquait justement bonne, mais il manquait assez? Une mère qui était beaucoup plus dans la logistique, voire froide?
Une mère de trop, qui donnait trop d'émotions, qui prenait tout l'enfant, ou une mère d'abus? Et là, on n'est pas là pour juger, et pas, critiquer sa mère, on est juste là pour prendre conscience du type de mère que l'on a eu. Alors, Linda qui me dit: «C'est possible de ne pas retrouver sa mère». Peut-être, je n'ai pas de réponse pour toi puisque, là, peut-être que dans tout cela, il y a besoin de justement d'aller clarifier quelle est la relation à la mère et en même temps, là, on est sur 4 points. La mère est sans doute beaucoup plus compliqué, complexe, avec beaucoup plus d'histoire que juste 4 points simples qui permettent juste d'une simplicité d'aller dans la complexité et de la complexité revenir à la simplicité. Voilà. Voilà, donc vraiment comme, pour le partenaire, après cette courte présentation, n'allez pas voir votre mère en disant: «Quoi maman, t'as vu ce que tu m'as fait? Il y a quelqu'un qui m'a dit ça, en fait, t'as été ça et c'est pas bien». Stop, on respire. C'était juste quelques présentations simples, de pouvoir commencer à réfléchir sur quel type de mère vous avez eu et le regard que vous avez aujourd'hui sur votre type de mère, c'est les émotions et les sensations que vous avez par rapport à elle. C'est ça qui est intéressant à prendre conscience, pas d'aller voir la personne en colère en disant: «Mais c'est pas possible». D'accord? Donc vraiment, je vous laisse prendre conscience juste de ces présentations et d'aller voir un peu plus loin. Donc grâce à cela, tous les éléments sont là. On peut prendre conscience de voir que dans une relation d'aujourd'hui, qu'est-ce que par expérience, notre mère nous a fait vivre et que l'on retrouve dans le schéma avec son partenaire. Donc, vraiment, voyez ce qui s'est passé dans l'histoire et après que, heu, il y ait du manque, du besoin, voire du recontact avec les parents, l'objectif, c'est juste de prendre conscience de ce qui s'est passé et aujourd'hui, en tant qu'adulte, c'est le moment de venir nourrir l'enfant, le lien de qu'on l'on a d'adulte à l'enfant que l'on a à l'intérieur de soi. Ce n'est plus une question d'aller au contact de la mère, c'est une question de nourrir le lien d'estime de soi, d'amour de soi que l'on a avec soi-même, qui n'a pas été peut-être assez nourri par la mère. Donc prendre conscience de ça permet de faire apparaître les trop, les manques, voire un bon équilibre et de rééquilibrer les choses en fonction de chacune des situations. De nourrir ou, de renforcer, ce qui est là. Et pourtant on peut bloquer. Et oui. Pourquoi on peut bloquer? Parce que, heu, il y a pour certaines personnes, il y a des personnes qui auraient peur de perdre leur place. Ah, je suis le chouchou, ah, ou je suis le victime, ah, ou, tiens, voilà, si je change, j'ai peur de perdre le lien avec ma mère. Donc j'ai peur de perdre ma relation avec elle ou le contact avec elle ou ce qu'il y a entre nous. Donc, vous voyez, là, ce qu'on a fait, c'est de poser, ce qui a été, heu, construit avec elle. Vraiment sur qu'est-ce que je vis, qu'est-ce que j'ai vécu avec elle, qu'est-ce qui a été mon trop, mon manque, l'image qu'elle a construit de moi ou que j'ai construit d'elle, quel est le lien fragile ou très fort que j'ai avec elle, juste de poser ça et grâce à cela, se dire: «OK, ça c'était mon passé». À partir de là, en fait, s'il y a eu du manque ou s'il y a eu du trop, eh bien, même si c'était un lien difficile, eh bien, dans tout vide, ça crée du plein.
Parce que si la mère n'était pas assez soutenante, et bien la personne peut-être est devenue très résistante, très forte, très puissante. Si la mère était très gentille, et bien, vous aujourd'hui, vous êtes aussi très gentil. Voilà, en fait, toute situation, fait des défauts et aussi des qualités, des forces et donc qu'est-ce que vous avez peur de perdre? Peut-être c'est des défauts et qu'est-ce que ou mais aussi cette situation vous a permis de gagner des qualités. Donc je vous laisse écrire tout cela, par rapport à ce que vous avez gagné, heu, qu'est-ce que vous avez eu et qu'est-ce que vous avez gagné de cette situation? Une personne qui a peut-être eu beaucoup de manque de la mère, eh bien, ça l'a obligée à beaucoup analyser les autres et donc en analysant beaucoup les autres, pour pouvoir obtenir ce qu'ils n'ont pas eu de leur mère, eh bien maintenant ce sont des fins psychologues ou des fins managers ou des personnes compétentes, dans une démarche psychologique et vous voyez que ce manque, ça crée une force chez la personne. Donc je vous laisse marquer et écrire ce qui vous vient. Donc à partir de là, s'accepter pleinement. OK, ma mère était comme ça. OK, à cause de ça ou grâce à ça, j'ai pu être comme ça. C'est ç OK, ça, c'est le passé. Ce passé-là, c'était mes réactions dans le passé, voire qui sont encore très présentes dans le présent et je les accepte parce que ça vient de là, c'est mon passé qui m'a construit comme ça et je l'accepte sans jugement, sans critique, juste ce sont les faits et aujourd'hui, grâce à cela, j'accepte de reprendre ma liberté et d'être ce que je peux être de moi-même. Qu'est-ce que j'ai envie? Qu'est-ce que j'ai envie de vivre avec moi, avec les autres? Accepter librement, sans contrainte, que je peux devenir qui j'ai envie d'être, qui je peux être. Donc le dépendant peut être plus sécure, l'évitant peut être peut être plus envieux, l'ambivalent et en fait, l'objectif, c'est tous d'aller vers le sécure. Donc je vous laisse noter de cette mère, de ce passé, qu'est-ce que vous avez pu tirer comme expérience, comme savoir, comme expertise, comme, posture, comme relation que vous avez eue avec soi, avec les autres et aujourd'hui, qu'est-ce que vous avez envie d'en faire? Donc maintenant qu'on a pris conscience de ça, pour soi, on peut aller en la thérapie en fait sert à ça. La thérapie, c'est face à une situation qu'on voit redondante, venir vers un spécialiste, vers une personne qui a intégré, qui a accepté, qui sait tout ça, qui sait analyser, qui sait regarder ce qui se passe dans la relation,
qu'est-ce que font les acteurs dans chacune des situations et d'aider la personne qui vient en thérapie de faire le tri, entre, le discours, la situation, les faits, les émotions, les valeurs, les besoins, pour pouvoir aider à la personne à démêler les choses et à extraire les faits, les émotions, les valeurs, pour que petit à petit, de ces réactions, de ce qui est subi, de son passé et qui est revécu dans son présent, on en fasse quelque chose de nouveau et que la personne change cette émotion, cette valeur et donc change son action, change sa posture. Tranquillement, avec des petites actions naturelles, créatrices d'une nouvelle posture, d'une nouvelle action, d'une nouvelle sensation dans son quotidien. Et petit à petit, en fait, ce changement d'alignement avec soi-même permet tranquillement à la personne, d'avoir des nouvelles sensations, donc des nouvelles relations aux autres et ayant de nouvelles relations aux autres, ça fait des nouvelles actions, donc de nouveaux événements. Et c'est ça, moi j'appelle une séance de thérapie, en fait, c'est le terrain d'entraînement, c'est la salle de sport des émotions. C'est là où on vient dans un cadre sécurisé et confortable et confiant, pouvoir tout dire, pouvoir tout exprimer avec sécurité pour pouvoir s'entraîner à utiliser une nouvelle émotion, à utiliser une nouvelle parole, à utiliser une nouvelle action. Et c'est là où, quand on s'entraînait en classe ou à l'école de commerce ou autre, à faire des plans, à faire du fichier Excel et autres, pour pouvoir le faire au travail, eh bien, une séance de thérapie, c'est là où on vient s'entraîner avec une personne positive, bienveillante, consciente et présente pour soi, à faire les bons pas, les bons gestes, les bonnes émotions, parce que c'est la première fois, peut-être pour certaines personnes, d'expérimenter ça. Voilà. Donc, la thérapie, c'est une discussion avec un professionnel qui nous fait revenir à nous-mêmes et qui nous permet de reconstruire le souvenir de l'émotion créée dans le contact et de s'en libérer. Donc, comment on peut se libérer de notre mécanisme d'autoconditionnement? Voici une solution. En fait, c'est accepter ce qui s'est passé émotionnellement avec sa mère. Donc, par rapport à ce que vous avez écrit euh, ce soir, par rapport à la relation avec la mère, avec une sensation, eh bien, vous pouvez vous en libérer en écrivant, par exemple, un message à votre mère en disant: «Maman, j'ai eu, cela de toi, les faits, j'ai eu un manque émotionnel. Je te remercie pour tout ce que tu as fait pour moi, pour ça, ça, ça. Je t'accepte tel que tu as été dans le passé et maintenant je te libère.» Et ça, c'est vraiment un exercice de, vous voyez, comme on a fait les premières étapes, les faits, la conscientisation du manque, du besoin, de la remercier parce que grâce à cela, ça fait la personne, entre guillemets, grâce à cela, ça fait la personne que vous êtes aujourd'hui, qui a envie de se découvrir, qui a envie d'aller plus loin, qui a envie de conscientiser qui elle est. Et grâce à cela, eh bien, vous comprenez qu'elle, elle a fait ce qu'elle a pu, parce que c'était son mécanisme à elle, à ce moment-là. Elle ne savait pas faire autrement pour elle, pour la situation, que de vous répondre comme cela. Et ça, vous l'acceptez parce que c'est passé. Elle n'avait pas d'autres solutions, pas d'autres alternatives émotionnelles, concept ou d'actions pour vous. Et donc, vous la libérez parce que, heu, vous n'êtes plus en lutte avec elle et donc, vous savez, c'est toujours vous déposez cette histoire sur le bord du chemin parce que cette histoire, cette mère, en fait, vous comprenez que c'est le passé, que cette mère, cette sensation, ce manque n'est pas vous et donc vous pouvez le déposer sur le bord du chemin. Vous pouvez la libérer, vous pouvez libérer de votre tête cette sensation de cette mère de manque ou cette mère de trop ou cette mère qui n'a pas été assez bonne pour vous à ce moment-là. Eh bien, elle tournait dans votre tête, eh bien, en faisant cet exercice-là, vous la libérez.
Et vraiment, l'important, en fait, c'est de dire les mots, de déposer les paroles pour prendre conscience des choses préconscientes, les formuler, les faire agir et les accepter. Vraiment, vous voyez, c'est cette étape de: «Ça y est, maintenant j'ai conscientisé ce qui s'est passé, je peux le dire, je peux le matérialiser, je peux le concrétiser et comme je peux le matérialiser, eh bien, cette fois-ci, je l'ai sorti de moi et je peux le déposer». Un deuxième exercice, c'est de mettre une chaise vide en face de vous. Vous mettez 2 chaises, vous choisissez la chaise de la mère et votre chaise et en fait, pendant 2-3 minutes, vous vous imaginez que votre mère est en face de vous. Elle est vraiment là, vous la voyez dans ses vêtements habituels et vous lui dites: «Maman, ce qui a été bon avec toi, c'est» et là, vous dites tout ce qu'elle a fait de bien pour vous. Qu'est-ce qui était bon pour vous? Qu'est-ce qui était utile pour vous? Et après: «Maman, ce qui a manqué avec toi, c'est» et là, vous dites tout ce qui vous vient spontanément, émotionnellement. Et «Maman, ce qui était trop avec toi, c'est» et là, vous dites aussi tout ce qui vous vient. Et vraiment, vous voyez, on travaille le bon, le manque, le trop. Heu et c'est les 3 mères, le good enough, la mère évitante, le manque ou la mère trop. Et en fait, faire cet exercice de ces 3 mères vous permet de voir que la mère est déjà beaucoup plus complexe que juste la méchante, mais aussi vous permet de voir ce qu'elle vous a apporté, de voir ce qui vous a manqué et peut-être ce qui vous manque encore et peut-être ce que vous faites en trop, ce qui a été en trop et que vous faites en trop encore aujourd'hui ou en manque aujourd'hui. Voilà. Donc les 2 exercices en fait, ne sont pas le message n'est pas envoyé à la mère ou, l'exercice c'est juste, vous faites un premier exercice de conscientisation pour pouvoir formaliser ce que vous, vous avez vécu, que vous avez intégré dans de ce passé avec elle et vraiment et après peut-être vous irez au contact d'elle et vous irez lui dire ça. Donc vraiment, l'exercice, c'est aussi, d'aller voir tous ces aspects-là. Ils ont été formalisés comme ça. Après, heu, c'est en fait et vous voyez, à chaque fois, on commence par le bon. Pourquoi on commence par le bon? Parce que si on commence par le mauvais, il va y avoir énormément de mauvais qui va apparaître et en fait, le bon à la fin, ça sera tout petit. Alors que si vous mettez beaucoup de bons au début, eh bien déjà vous aurez une image positive de votre mère, plus agréable, enfin positive, plus agréable, plus confortable et vous serez un peu plus doux sur le reste. Et l'objectif n'est pas de minimiser, hein, bien sûr, on n'est pas là. L'idée c'est juste, de faire apparaître, le bon par rapport aux 2 autres qui sont vous voyez, il y a un tiers, 2 tiers. Voilà. Donc c'est des exercices, ça permet Heu, d'aller voir ça. Alors, je vois que des personnes écrivent des choses. Ah, j'arrive pas à lire moi, comme j'ai mis. Alors, oui, bien sûr, pour les enfants abusés, heu, il y a aussi, une part où, pour les enfants abusés, pour, les désorganisés, pour, tout ce qui est il y a aussi toute une étape d'acceptation d'avoir été une victime, de dire qu'ils ont le droit de rejeter ce qui a été fait et autres. Là, vraiment, on part sur des mers à peu près bonnes. On n'est pas là sur, des grosses situations compliquées, qui ont fait qu'ils ont subi quelque chose d'énorme. Là, je parle juste des mères, qui ont fait ce qu'elles ont pu, mais qui n'ont pas été, violentes ou pas, qui n'ont pas abusé sexuellement leurs enfants ou qui ont laissé faire que leurs enfants soient abusés sexuellement, hein. On est vraiment sur des mères qui n'étaient pas au contact ou trop au contact de leurs émotions. Voilà.
Donc je vous laisse noter les phrases que vous auriez envie de dire à votre mère et ça peut être un début d'exercice. Oui, merci Jean pour ton message. C'était utile de repréciser ça, heu, dans cette situation-là. Les mères ne n'ont pas à être parfaites et les mères qui ont été mauvaises, on il faut couper les ponts, hein. Il ne faut pas aller au contact d'elles, si, ce n'est pas le moment et si, alors Cora qui me pose la question: «Dans quelle catégorie classer la mère rigide qui ne laisse aucune autonomie à l'enfant, la mère trop ou la mère pas assez?» Si la mère rigide, autoritaire, qui ne laisse pas d'émotion, c'est la mère du pas assez. Si c'est, la mère, si elle est rigide, je pense qu'elle ne doit pas beaucoup donner d'émotion. Après, peut-être que, alors si la mère qui couvre trop son enfant, c'est la mère trop. C'est la mère qui surprotège, son enfant parce qu'elle a peur pour lui, heu heu, trop de contact. Ah oui, il y avait quelqu'un qui me posait la question, la mère, qui s'il n'y a pas le père et la mère qui devient l'autorité et les émotions. Bah, pour l'enfant, c'est compliqué parce que, il a besoin d'être parfois il a besoin d'être accueilli, heu, émotionnellement et la mère peut-être ne saura pas quelle casquette prendre. Est-ce qu'elle doit prendre la casquette aimante ou est-ce qu'elle doit prendre la casquette autorité? Et étant donné que, pour l'enfant, en fait, il va jamais savoir émotionnellement s'il va être accueilli par la mère aimante ou la mère autorité. Et ça peut, lui créer de l'anxiété, une senti et il peut parfois se sentir, incompris ou rejeté parce que en fait, là, il demandait des émotions et la mère a mis la règle et des fois où il avait besoin d'une règle et bien, on lui a donné des émotions. Heu, Peut-être que ça fait des anxieux ambivalents. Je ne sais pas, parce que, heu, c'est pas plus complexe, mais je ne voudrais pas faire des généralités en pointant ça trop simplement, trop facilement. Parce que ces enfants-là peuvent aussi, si le père n'est pas là, ils peuvent aussi rencontrer un autre une autre autorité qui va les rééquilibrer là-dessus. Donc oui, selon les schémas, ça devrait faire des anxieux ambivalents et non, je ne voudrais pas que, heu, ça soit une vérité sacro-sainte en disant: «Toi, tu as eu une mère qui n'a pas eu de père, tu n'as pas eu de père, donc tu es un anxieux ambivalent». Non, c'est trop simple, la vie est beaucoup plus compliquée, donc c'est juste pour vous expliquer que une mère qui ne sait si elle a du mal à jongler entre la mère aimante et la mère autorité, eh bien l'enfant va lui aussi avoir du mal à savoir ce qu'il peut attendre d'elle et donc ça peut créer un déséquilibre et en même temps peut-être qu'il y a dans son environnement des personnes qui lui ont apporté un autre équilibre. Voilà. Alors, Linda qui me pose la question: «Et si c'est le beau-père qui est maltraitant?» Alors, là, on justement, on ira voir le père ou le beau-père, donc le père dans ou le beau-père qui est dans la Gestalt, la figure d'autorité et le beau-père ou le père, donc la figure d'autorité, qui est maltraitant, là, ça donne, un autre type, de c'est plus sur la confiance en soi qui va être, que sur lequel ça va jouer, heu, dans le schéma global. Voilà, donc là, on est plus dans le cas particulier et bah, ça se travaille en thérapie, parce que ça demande une finesse d'écoute et de dissocier, heu,
chaque situation par rapport à une phrase aussi générale que ça. Donc je vous laisserai voir ça. Je vous conseille un bon livre pratique, «Ces mères qui ne savent pas aimer» de Suzanne Forward. Il est fonctionnel, pratique, il reprend des profils que j'ai expliqués, ce soir, mais elle divise aussi ces mères par sous d'autres schémas et elle propose, des exercices pour pouvoir s'en libérer qui sont différents du mien. Donc je vous le conseille, pour le lire, pour vous projeter, pour vous être au contact de ça. Hem, i Les exercices peuvent être soignants et comme vous avez pu comprendre, selon la vision de la Gestalt, l'enfant a besoin d'être accueilli, et vu par un adulte. Donc même si vous faites les exercices, ça peut soigner pendant un moment et en même temps, il est bon d'aller voir un thérapeute parce que le thérapeute va être celui qui va accueillir, celui où vous allez pouvoir déposer, cette pensée, cette réflexion sur vous-même, sur la réalité, avec, votre mère, et des émotions et des sensations que vous avez vécues. Heu et en fait, parce que le thérapeute va valider et va préciser votre pensée. Si vous le faites tout seul dans votre coin, entre guillemets, il y aura toujours un doute de savoir: «Est-ce que j'ai juste ou est-ce que j'ai tort?» Ou est-ce que c'est moi qui projette sur le monde ma vision du monde? Et ce doute-là risquerait, heu, de vous laisser dans une incertitude parce que vous poserez toujours la question. Donc les exercices sont pratiques et utiles et peuvent nourrir l'estime de vous, l'amour de vous, tout en allant vers une personne pour le valider. Donc le prochain atelier dans 15 jours sera sur: quelle confiance j'ai en moi? Qu'est-ce qui me bloque pour avoir la vie que j'ai envie? Là, on l'a vu sur une approche émotionnelle, là, on le verra sur l'approche de la confiance en soi. Voilà. Merci pour votre intérêt, je vous souhaite une bonne soirée, bonne réflexion